Bonjour à toutes et à tous, on continue un peu nos interviews au municipal 2026. Il fait beau, on est un petit peu en extérieur, on est avec des candidats. Aujourd'hui pour Lutte ouvrière, c'est Laurent Léraud et Sandrine Delahaye. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de m'accueillir ici Merci à vous. dans un joli cadre. Profitons-en, il fait beau, hein. On s'est dit que pourquoi pas changer un petit peu les décors dans ces interviews. Je vous présente en quelques mots Laurent Léraud, vous avez 61 ans. Vous êtes professeur de français, vous allez présenter la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Absolument. C'est d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était en 2014. Et en fait, pour nous, pour Sandrine et moi qui militons toute l'année, qui défendons ces idées, l'idée que les travailleurs doivent se battre, s'organiser, se défendre, lutter pour changer cette société, le capitalisme, quoi. Eh bien, on fait ça toute l'année. Et donc, pour nous, c'est une évidence que pendant les périodes comme d'élections, les élections municipales, on doit être présent pour porter ce programme, ces idées et ce combat, quoi. Alors c'était important d'abord, c'est vrai que pour la première fois dans ces interviews là sur les municipales, d'habitude j'accueille pas la deuxième personne sur une liste, mais là c'est important parce que vous, Laurent Léraud et Sandrine Delahaye, vous êtes de tous les combats. Vous êtes à chaque fois sur les élections, vous êtes ensemble. C'est important de voir ça parce que finalement, voilà, c'est assez marquant. C'est important. C'était une volonté pour vous, Laurent, que vous soyez toujours en duo comme ça? Bah, pour moi, c'était important parce que c'est ma camarade avec laquelle je milite depuis plus de 10 ans maintenant, hein, et pour moi, c'est pas un combat personnel. Je vis pas ça comme une ambition personnelle. J'ai pas le destin d'être maire ou je sais pas quoi. Voilà, pour moi, c'est un combat qui doit être un combat collectif, celui des travailleurs. Bon, si j'avais pu, j'aurais même invité d'autres camarades de la Ils liste. sont là d'ailleurs. Il y en a Ils nous d'autres qui regardent, ils c'est nous ça. regardent. Bon, pour moi, c'est ça qui est important. C'est vraiment ce message-là que je veux faire passer. Et c'est sur cette base-là qu'on a constitué notre liste. Mhm. C'est vraiment une liste, c'est pas des politiciens professionnels. C'est 35 personnes, femmes et hommes, qui ont décidé de s'engager, chacun à son degré, pour dire que bon, bah voilà, c'est le camp des travailleurs doit se faire entendre. Mhm. Alors, vous l'avez dit hein, vous-même en guise d'introduction, voilà, vous êtes pas un inconnu en termes de candidature. Je le disais, bon, les élections municipales, vous l'avez dit en 2014, mais vous avez fait également les élections départementales ou législatives. Vous êtes de tous les combats, je le disais, pour répéter. Voilà, c'est important d'être présent pour faire entendre cette voix-là. Bah, justement, oui. Pour nous, la politique, ça doit pas rester le monopole de professionnels. Ça doit pas être, de professionnels, qui vivent de ça, qui sont, parfois de patrons, de notables, de gens qui pensent que c'est à eux de diriger la société. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que dans cette société, c'est les travailleurs, qui font tout, qui produisent tout, qui font tourner les entreprises, qui construisent les logements auxquels parfois ils n'ont pas accès, qui transportent, qui conduisent des bus, ils font tout. Bah, ça devrait être à eux de diriger. Et nous, on a envie on s'adresse aux travailleurs en disant, on peut diriger cette société, vous le pouvez, nous le pouvons, et c'est au nom de ça que, voilà, on tient à ce que ce soit une liste qui s'appelle Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et donc, pour moi, oui, c'est très important d'être tout le temps présent. La politique, ça doit pas être le monopole d'une petite minorité de la société et de privilégiés. Voilà, ça devrait être les travailleurs tout le temps qui s'en emparent. Alors c'est pas le cas pour le moment, mais c'est cette direction qu'on veut indiquer. Voilà. Madame Delay, c'est important d'être de ces combats-là justement avec Monsieur Léraud. Oui, parce que moi étant enfant d'ouvrier et mon père, étant au parti communiste, que j'ai milité à ses côtés en étant plus jeune, je trouve que le combat, il est toujours là et qu'il faut toujours combattre. Mhm. Parce que tant qu'on n'aura pas renversé ce gouvernement, on n'y arrivera pas en fait. Avec Laurent, toujours. Avec Laurent, toujours avec Laurent, puis les autres collègues et on sera toujours là jusqu'à tant qu'on pourra. Ouais. Ouais, vous n'avez pas hésité une seconde à refaire ce combat-là ensemble? Non, pas du tout. Dès que je les ai rencontrés, qu'ils m'ont parlé de combat ouvrier, ça m'a parlé, donc je les ai rejoints, oui. Mhm. Parce que c'est un combat qu'on doit mener et on peut pas laisser ça comme ça, en fait. Mhm. Là, on va à notre perte. Mhm.
Donc c'est obligatoire qu'on Mmh. soit présent pour les ouvriers, pour la classe ouvrière. On aurait pu croire que votre liste, enfin en tout cas votre projet puisse rejoindre une liste sur Maubeuge. Ça aurait pu être le cas ou vous gardez un peu votre ligne directrice aujourd'hui? Non, On vous a sollicité? alors, pas vraiment. Non, j'ai négocié avec personne. On n'a pas vraiment. Peut-être que on est un peu connu sur, sur notre volonté, en tout cas, de défendre nos idées, rien que nos idées. Voilà, nous, on court pas après les postes, on court pas après les places. Encore une fois, c'est d'abord un combat d'idées pour nous, un combat pour, changer, la société, le capitalisme. On est les seuls à porter ce combat. Je veux dire, toutes les autres listes pensent que, on peut trouver sa place là-dedans, qu'il peut y avoir un capitalisme à visage humain, que, sauf qu'en fait, c'est pas possible. La classe, patronale, les minorités, qui dirigent aujourd'hui, savent très bien dans quelle situation on vive. Elles s'en moquent éperdument. Ce qui compte, c'est leur profit. Ils voient que ça. Bon, nous, c'est contre eux qu'on veut se battre et on est les seuls. Voilà, on est les seuls à se dire, ces gens, cette minorité de privilégiés, il faudra les renverser. On peut pas accepter ce système tel qu'il est. Les autres veulent le gérer. Nous, on veut vraiment le combattre jusqu'au bout. Mmh. Donc, Bon, c'est vrai que il faut faire entendre cette voix-là au niveau local, au niveau municipal. Comment justement voilà, vous appuyez un petit peu vos propos là durant cette campagne, vous arrivez à faire des meetings, des rencontres, vous allez sur les marchés, voilà, vous échangez avec la population comme ça? oui, c'est ça. On a fait énormément de porte-à-porte. Mmh. On fait des marchés, on fait des ventes dans le public. On fait une réunion le jeudi 12 mars. On fait une réunion publique à la mairie de Maubeuge. Voilà. Et donc, pour nous, en fait, on a les mêmes discussions pendant cette élection municipale. C'est ça qui me frappe, moi. Il y a un décalage entre ce monde, le microcosme politicien, même municipal finalement, et les préoccupations des travailleurs qu'on rencontre. Parce que quand on discute de ce qui préoccupe les travailleurs, c'est le fait qu'on vit de plus en plus mal, que on vit avec des petits salaires. Et quand je dis des petits salaires, parfois c'est le nombre de gens qu'on rencontre qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois et qui doivent encore payer quand même un loyer, et puis qui savent pas comment s'en sortir. Bon voilà, c'est de tout ça dont on discute, des licenciements, de la précarité, des petits contrats, et de l'inquiétude. Il y a une inquiétude aussi par rapport à la guerre. On ressent ça vraiment quand même beaucoup. Tout le monde voit ce qui se passe, Mmh. et il y a une inquiétude. Est-ce qu'on va vers la guerre? Est-ce qu'on y va? Et nous, on a envie de discuter de tout ça. Même au moment des élections municipales, on dit que le sort des travailleurs, le sort de toute la société, il est malheureusement menacé effectivement par un déchaînement de violence qu'on peut voir, et tout ça pour des guerres qui sont menées pour le profit. Pas du tout. Tous les autres thèmes, tout ce qui est mis en avant, c'est des prétextes. En réalité, il y a des intérêts, des profits, et de la même façon qu'ils nous sacrifient dans les entreprises, là où on travaille, là où on laisse notre santé, ils sont prêts à nous laisser mourir aussi demain sur des champs de bataille. Bon, c'est tout ça qui préoccupe. On rencontre des gens qui nous disent, moi, mon gamin, je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il y aille. Il y a un général qui a dit là, et ça a marqué, qui a dit, faut être prêt à sacrifier ses enfants. Le nombre de gens qui ont dit, moi je fais pas un enfant pour qu'il soit sacrifié, je veux pas. Donc tout ça, ça préoccupe. Et moi j'ai l'impression que on discute logement, mais pas par le biais municipal, mais par le biais simplement. En fait, il n'y a pas de solution municipale à l'échelle de la municipalité pour résoudre tous ces problèmes, Mmh. parce qu'on est un pays très très riche. On est un des pays les plus riches du monde, et il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. On rencontre des gens qui vivent parfois dans des conditions, mais c'est incroyable à notre époque, quand ce n'est pas dans leur voiture. Voilà, c'est ça qu'on vit. Et c'est pas la mairie, le maire de Maubeuge qui va résoudre ça. Ça peut se résoudre qu'à l'échelle au minimum du pays, et par une politique où on va prendre l'argent là où il est, et pour l'utiliser en fonction des besoins. Et ça, nous, on pense que on n'a pas à attendre que quelqu'un, il n'y a pas de sauveur, hein. C'est soit les travailleurs, on est capable de s'organiser pour l'imposer, soit on continuera de vivre de plus en plus s'enfoncer dans la pauvreté, et demain peut-être la guerre. Mmh. Sandrine Delahaye? Oui, moi, ça, ce que je peux rajouter, c'est que même les gamins, on les voit, ils sortent de l'école, ils n'ont pas de travail non plus. Mmh. Nous, on a du mal aussi à trouver du travail, à part les formations, les stages, pour des centaines d'euros, quoi, voilà. Ou alors même les 15 heures semaine qu'ils nous ont imposées là maintenant pour gagner notre RSA. C'est un peu,
Moi, je combats ce système-là parce que c'est pas normal. On voit des familles qui travaillent à 2 dans un couple et puis qui sont au resto du cœur. Mmh. Ils finissent pas les fins de mois, Ouais. donc à un moment donné, ça devient difficile La pour tout le monde. précarité est beaucoup plus marquée aujourd'hui. Oui, très difficile. Mmh. Donc c'est ce système-là qu'on veut combattre. Alors c'est vrai que les municipales 2026, il y a un enjeu qui est prioritaire. Alors ça fait pas du tout de corrélation avec ce qu'on vit actuellement là en Iran, mais c'est vrai qu'il y a la sécurité, se sentir en sécurité dans sa propre commune. On le ressent même au niveau local. C'est vraiment l'enjeu numéro un. Quand on lit les sondages, les gens veulent être en sécurité dans leur commune. Pour vous, par exemple, est-ce qu'il y a des idées bon, il y a eu plein d'idées qui ont été évoquées dans des interviews que j'ai pu faire là depuis plus d'un mois maintenant. Quelle est votre idée, vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Déjà une priorité, peut-être, à votre avis? Ben moi, autour de la question de l'insécurité, c'est-à-dire de la dégradation des conditions de vie dans les quartiers populaires, où on voit comment, de plus en plus de petits trafics, de choses où il y a des jeunes qui sont sans travail, et puis du coup, il n'y a pas non plus les écoles qu'il faut, il n'y a pas non plus, on en parlait dans l'éducation nationale, où on supprime des moyens. Les mêmes qui nous font de la démagogie sur la sécurité sont les mêmes qui votent des budgets où on va supprimer 4000 postes dans l'enseignement, et où en ce moment là, il y a toutes les dotations horaires des lycées, des collèges, des établissements qui tombent, et on voit que c'est à la baisse. Et encore hier, justement, je voulais saluer les enseignants du lycée Pierre Forest qui ont fait grève. Parce qu'ils ont eu raison pour contester cette baisse de moyens dans une situation où on voit que ça se dégrade déjà les conditions d'enseignement. Donc, moi, je pense que tous ceux qui nous parlent, enfin bon, il y a beaucoup de gens effectivement qui parlent de l'insécurité, mais en fait ils mènent des politiques qui provoquent cette insécurité, qui laissent les jeunes à l'abandon, sans avenir, sans encadrement, il n'y a plus assez d'adultes pour s'occuper, on ferme des services publics, on ferme des postes, enfin, on voit des quartiers où il n'y a plus rien, on voit Sous-Bois, comment c'est mort petit à petit, au fil de quoi? Des fermetures d'entreprises, du chômage. C'est ça qui est à la cause alors on a l'insécurité parce que de sa vie en général, parce que déjà, est-ce qu'on va garder son travail, est-ce qu'on va garder sa mission d'intérim, est-ce qu'on va se nourrir, et puis se rajoute ce sentiment de tout va à volo, quoi. Moi, je pense que c'est pas un problème de mettre plus de répression, voilà, qui va en fait résoudre ça. Ceux qui parlent de ça en réalité le savent d'ailleurs aussi très bien. Et c'est pour faire un cinéma pour dire voilà, je m'occupe de vous. Mais en fait, ils s'occupent pas du tout de la population, et en particulier de la population la plus pauvre, qui est confrontée vraiment directement à cette situation. Donc moi, non, je me dis... Faut des moyens beaucoup plus larges que ça. Exactement. Faut pas trop de caméras, C'est pas ça qui va résoudre quoi que ce soit. D'ailleurs, trop de policiers. le nombre d'enquêtes là qui sont dernièrement sorties qui montrent que les caméras n'ont rien permis au niveau d'empêcher des délits, etc. Donc, en réalité, c'est une façon de faire semblant de s'occuper du problème, alors qu'en fait, il faudrait effectivement mettre beaucoup plus de moyens. Et moi, mais là aussi, je tiens à dire que j'en appelle pas aux moyens qui tomberaient, attendre que ça tombe du ciel, parce qu'en réalité, la force qu'on peut avoir, parce que ces jeunes, on les connaît, parce que ça se passe dans des quartiers qu'on connaît, et en fait, on a vu dans beaucoup d'endroits que c'est la population elle-même, quand elle s'organise, quand elle va voir les jeunes, elle prend en charge les choses, elle attend pas qu'il y ait des policiers qui viennent, etc. En fait, on est mieux à même de régler les problèmes, et je pense que la seule solution dans l'avenir viendra de ce côté-là, quand justement la population se dira il faut qu'on s'occupe de nos problèmes, et pour les résoudre, les moyens, oui, on va les réclamer, et les problèmes, on va pas attendre que je sais pas quelle police va tout régler. Il y a des choses qu'on peut régler nous-mêmes, voilà, c'est nos enfants, c'est la vie de nos enfants, tout ça. Justement, dans vos micro-trottoirs, est-ce que la population vous parle de... Voilà, qu'à un moment donné, peut-être trop de policiers, ce n'est pas forcément la bonne solution, il faut aller plus loin. Mon gamin, par exemple, n'a plus de scolarité, est déscolarisé, etc. Voilà, est-ce qu'on parle de ça dans les porte-à-porte là, que vous faites là, actuellement Moi, spécialement, j'en entends pas parler. Mhm. C'est plutôt les questions de travail que questions de travail. des salaires et des conditions de travail Mhm. que j'entends plus parler que
que de ça. Mmh. Rarement. Ouais. Même non, même jamais. Mmh. Ouais, vraiment, c'est des choses qu'on entend un peu, mais finalement pas autant que ça prend toute la place. Pour certains, ils ont que ça à dire. Ah, c'est Voilà, clairement, voilà. effectivement, Mais quand on voit les sondages, ils sont assez, c'est ça. ouais, Mais on c'est de sent, la c'est vraiment, on sent cette société un petit peu en pleine évolution, mais cette crainte, de se faire agresser en pleine rue pour rien, c'est un sentiment qu'on peut comprendre, mmh mais c'est justement c'est un sentiment, c'est vrai, ouais. bah oui, mais c'est ce sentiment, c'est aussi parce qu'on est de plus en plus, repliés, chacun chez soi, où, Mmh. il y a plus de structure collective. Il y a beaucoup moins d'engagement collectif aussi, et cetera. Donc, alors il y a un environnement qui s'est dégradé, mais, qui s'est dégradé parce que c'est ce qu'on discutait, c'est-à-dire, pendant des années, il y a rien qui s'est fait dans ces quartiers qu'on a laissé mourir, mais parce que, encore une fois, à l'échelle du pays, c'est pareil, les priorités, ils arrêtent pas de nous parler de ça, mais en réalité, combien de ghettos on laisse se développer? Mmh. Et on a beau avoir aujourd'hui, on est dans un pays où il y a un record, chaque année, c'est en bas des records d'incarcération, du nombre de prisonniers. Et alors ça change rien du tout. Donc le problème, en fait, moi, je pense que nous, c'est pas de ça dont on a envie de plus de parler. C'est pas de ça dont on nous parle le plus. Ça en fait partie. Mais nous, on l'intègre. On veut pas l'isoler. On l'intègre dans ce combat justement qui, à notre avis, est à mener pour changer la société. Parce qu'il n'y a pas de petite solution par petits bouts. Quand un ghetto se développe, eh ben, il y a tout ce qui caractérise la vie d'un ghetto, c'est-à-dire les trafics, la violence, et comment empêcher que nos quartiers deviennent des ghettos. Et ben là, on ne peut pas discuter de ça si on ne discute pas de toute l'organisation sociale. Et à mon avis, à la base, c'est de la crise dans laquelle le capitalisme est entré, qui est incapable d'offrir un avenir, alors que on n'a jamais eu autant de moyens. La technologie, c'est très impressionnant. On voit des reportages avec une femme dans l'espace, etc. Et puis, il y a des gens, ils sont pas capables de manger. Il y a le resto du cœur. Enfin, c'est ce décalage qui est révoltant et qui est violent, très violent, je trouve, moi. Voilà. On évoquera dans un second temps, comment vous avez perçu l'évolution de la ville de Maubeuge, voilà, ses travaux, les nombreux travaux voilà, qui ont quand même, pas mal, animé le centre-ville, les quartiers, qui ont beaucoup de démolitions, des constructions, de réhabilitation de bâtiments également. Vous, voilà, aujourd'hui, le maire, alors on parle beaucoup du pouvoir du maire actuellement. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il doit avoir un peu plus de pouvoir aujourd'hui, notamment justement sur ces questions-là de société? Il connaît beaucoup plus ses habitants aujourd'hui. Est-ce que voilà, le gouvernement doit à un moment donné taper il faut que les maires tapent du poing sur la table pour dire il nous faut plus de capacité pour pouvoir intervenir localement. Bah, moi, j'ai plutôt envie de parler de l'impuissance des maires, de la diminution de leur pouvoir. Parce que derrière, oui, ce qu'on a appelé la décentralisation à l'échelle régionale, locale, les maires, les municipalités, ça a été la façon dont l'État s'est déchargé de tout un tas de fonctions, d'attributions, de tâches sur ces collectivités locales d'une façon générale, les mairies aussi. Et donc, comment finalement, sans leur allouer les moyens qui correspondraient, hein, et même en les diminuant, puisque là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la diminution des dotations de l'État. C'est une politique d'austérité qui touche tous les services publics, qui touche les collectivités locales. Les maires font partie de ceux d'ailleurs qui protestent contre le fait de ne plus avoir de moyens. Et donc, ça s'inscrit dans une politique qui vise à qui consiste à ce que l'essentiel des finances publiques, on les détourne de ce genre d'objectifs, et c'est consacré, on ne touche pas aux aides que touche, c'est quand même 200 milliards, c'est une commission sénatoriale qui a effectué une espèce d'estimation sur les aides au patronat, c'est 211 milliards chaque année, ça c'est commission sénatoriale, donc c'est officiel. Voilà, ce chiffre, c'est énorme. Et à côté de ça, il n'est pas question d'y toucher. Et à côté de ça, on a un budget militaire qui augmente dans des proportions aussi faramineuses. Donc tout ça se développe. Comment voulez-vous et tous les partis l'approuvent dans une certaine mesure, presque tous. Donc après, les mêmes nous parlent faudrait faire quelque chose, des pouvoirs aux maires. C'est de l'hypocrisie.
Toute la politique aujourd'hui consiste à privilégier le grand patronat, à privilégier le budget militaire parce que pour préparer des guerres, pour défendre les intérêts finalement d'une minorité de grands patrons là aussi, pas de la population, et tout le reste est sacrifié. Et les mairies en font partie. Donc après, des mairies doivent se débrouiller, restreindre, certaines restreignent les services qui sont rendus, les piscines qui sont fermées ou ouvertes un jour sur deux, ou suivant des créneaux horaires, Ouais, etc. puis au-delà voilà, essayer de faire des économies aussi sur les intercommunalités dont les mairies sont impactées. Exactement. Mm. Donc, je trouve que depuis des années, c'est vraiment une escroquerie, quoi. Quand on nous a parlé de décentralisation, quand on nous a parlé de donner plus de pouvoir aux maires, c'est vraiment du baratin. Au sens là, j'ai pas autre chose comme mot qui me vient, parce que en réalité, c'est ce qui est arrivé depuis des années, c'est une diminution des moyens, une diminution où il s'agit des attaques contre le personnel. Et là aussi, c'est quoi les pouvoirs du maire? Il y a le personnel communal qui, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires des mairies, qui doivent faire 1600 heures, je ne sais plus exactement le chiffre. Voilà, ça a été fixé où? Ça a été fixé au niveau national. La mairie, le maire, voilà, il peut protester. Il y en a qui ont protesté, d'autres qui n'ont pas protesté, mais de toute façon, ça s'applique. Donc, ce qu'on appelle la liberté des maires, pour moi, c'est une marge de manœuvre qui est très très réduite. Certains le savent et protestent, d'autres font semblant, voilà, et gèrent avec la pénurie, gèrent la pénurie, quoi, voilà. D'autres, il y a des problèmes. Après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes d'endettement. Maubeuge est endetté, mais c'est pas la seule ville. Et puis des hôpitaux sont endettés. Enfin, c'est tout ce qui est, oui, quand l'État restreint les moyens, quand tout un tas de choses, c'est inévitable que ça se traduise par des conséquences comme ça, à un niveau ou à un autre. Donc, moi, ce que je conteste surtout, évidemment, c'est cette politique qui est menée au niveau national, que les mairies doivent répercuter. Bon, et c'est pour ça qu'une grande partie des enjeux, des débats qui se menaient au niveau de la mairie, pour moi, c'est un peu quelque part, tout le monde sait que c'est une espèce de théâtre de voilà, chacun prononce des discours, fait des promesses, et à l'arrivée, comment ils les tiendront? Quel budget ils auront? Aujourd'hui, ils ont un certain budget, mais demain, ils auront un budget encore en diminution, et ils le savent. Mais sauf qu'ils font semblant de dire on va se battre, mais c'est l'État qui va faire ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on joue pas au jeu des promesses, à faire des promesses dans tout un tas de domaines, parce que en réalité, on ne sait, voilà, quels moyens on disposera. Et les moyens, nous, on préfère le poser en termes de combat, parce que si on veut des moyens, si on veut pouvoir se soigner demain, si on veut pouvoir habiter dans un logement digne, etc., faudra se battre et s'organiser. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut, notre expérience, c'est quand même ça, c'est ce qu'on a envie de dire aux travailleurs. On a quelqu'un sur notre liste, une candidate, elle vivait aux provinces où il y a tout un tas de les travaux, etc. Elle a été déplacée dans un immeuble, sauf que dans cet immeuble, l'ascenseur était en panne. Combien de temps il est resté en panne? 1 mois et demi. Elle a des problèmes pour se déplacer. En gros, elle est restée quasiment chez elle pendant 1 mois et demi. Mais alors après, on nous parle des travaux. Oui, il y a des travaux, mais un truc aussi simple qu'avoir un ascenseur. Donc il a fallu qu'elle fasse une pétition. Et la pétition, finalement, ça a eu comme résultat qu'il y a eu de nouveau un ascenseur. Donc pour moi, c'est clair qu'en réalité, pour n'importe quel problème, si on se bat pas, si on se fait pas entendre, si on n'exprime pas sa colère et collectivement, on n'existe pas dans cette société. Voilà. Bon, j'allais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous révolte sur le territoire? Il y a beaucoup de choses qui vous révoltent sur le territoire, du coup. Non, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vrai que Maubeuge s'est beaucoup transformé sur ce second mandat d'Arnaud de Cany. Enfin, en tout cas, on a vu des choses visibles quand même. Est-ce que, pour vous, est-ce que ces transformations vont dans le bon sens ou quelle est votre critique sur ces 2 mandats, les 2 derniers mandats, ces 12 ans? Quand on finit par démolir des logements insalubres, qui étaient devenus insalubres, on peut se dire, t'as connu ça aux Parisiens, t'as vécu aux Parisiens, Sandrine, elle a vécu dans un logement où le plafond s'est effondré, si je me souviens bien. Donc aujourd'hui, cet immeuble là où tu as habité, ça n'existe plus, ça a été rasé, ça a été donc ça. Vraiment, c'est pas une mauvaise chose. Ça s'imposait d'une certaine façon. Mais est-ce normal que pendant tant d'années, des gens aient vécu dans ces conditions? Bon, alors qu'on finisse quand même, à un moment donné, par rénover un quartier qui partait, et qui continue, avec de nombreux logements insalubres, etc. Oui, ça me paraît, la moindre des choses. Donc, quand ça se fait, c'est bien.
Mais le problème, c'est qu'en fait, d'abord, il y en a encore beaucoup et ça va pas répondre aux besoins. Encore une fois, aux besoins en logement, parce que dans un certain nombre d'endroits, on a construit des logements, parfois plus petits, Mmh. que ce soit aux provinces, la capacité bon, donc en réalité, alors, on connaît des gens qui ont été relogés ailleurs, dans d'autres communes d'ailleurs, bon, oui, c'est bien, tant mieux qu'ils aient été relogés, mais au total, le problème du logement, en réalité, là, c'est la rénovation de l'habitat insalubre qui est posée, et je trouve que c'est normal. Enfin, comment dire, j'ai même pas à applaudir. Je pense que c'était la moindre des choses. Ça n'aurait pas dû exister en réalité. Donc, ça a lieu. Mais aujourd'hui, le problème du logement, de répondre au logement, des logements qui soient accessibles, parce que c'est quand même plus de 400 euros, 600 euros parfois. Enfin, c'est dans des logements qui n'ont rien d'extraordinaire. Voilà, donc qui font que des gens, en fait, n'y arrivent pas. Mmh. Je connais des camarades qui cherchent des logements aujourd'hui. Ils cherchent toujours, et ça dure des mois. Ils sont sur des listes d'attente. Et... Bon, il y a une crise du logement qui n'est pas propre à Maubeuge, mais y compris donc à Maubeuge, et que tous ces travaux n'ont pas résolu. Et le maire ne pouvait pas les résoudre. C'est encore une fois, c'est pour ça que j'en reviens à cette question que il y a pour construire à grande échelle les centaines de milliers de logements qu'il faudrait dans le pays, c'est l'État. Et c'est ce combat-là que nous, on veut, encore une fois, justement, on veut surtout pas que les gens à qui on s'adresse se contentent de dire, d'avoir l'illusion qu'on peut régler les problèmes à l'échelle locale. Non. Madame Delahaye, ça va mieux pour vous dans les nouveaux logements maintenant? J'ai toujours des soucis d'insalubrité. C'est une bagarre sans cesse, de toute façon. Donc, le loyer, il est très bien à payer, mais une fois qu'on on demande pour les réparations, faut toujours attendre, c'est comme tout. Maintenant, on m'a proposé de refaire une demande de logement, mais pour m'en retrouver plus petit, c'est pas la peine. Ou dans un bloc, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère rester dans ma maison. C'est vrai que maintenant, les logements imaginés aujourd'hui, ce ne sont plus les blocs d'avant. C'est une bonne solution plutôt d'ailleurs qu'on fasse ça maintenant, qu'on fasse des petites maisons sur un niveau comme ici d'ailleurs, dans ce quartier d'ailleurs. Voilà, c'est plus intéressant quand même pour vous. Tout à fait. Ouais. Avoir un jardin, c'est bien. Ouais. Moi, on voit l'air. Ouais. Vous étiez sur un logement classique, c'est ça, au président, dans le quartier du président? Non. Au Parisien, j'étais dans une maison. Parisien. Avant ça, j'avais déjà habité dans les blocs, mais après, j'ai eu une maison. Ensuite, là, on m'a relogé dans une autre maison. Mais bon, c'est pareil, c'est des anciennes maisons, donc c'est insalubre. Mais je préfère rester là, à la limite, que d'aller dans un appartement. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un changement d'orientation désormais. Les bailleurs sociaux changent aussi leur façon de construire désormais, d'aménager aussi les quartiers. Et ça fait moins de logements. Ouais. Donc c'est plus petit, moins de logements pour des familles qui parfois sont nombreuses. Et oui. Et effectivement, faut pas s'étonner que le nombre d'habitants à Maubeuge diminue au fil du temps parce qu'on ne peut plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est inéluctable? Moi, je pense réellement que ça ne l'est pas. À condition d'avoir les moyens pour construire le nombre de logements qui seraient nécessaires. Et ça, effectivement, ça demande d'être organisé, un peu planifié, que c'est quelque chose qui doit... et ça, encore une fois, c'est pas à l'échelle d'une... Parce que sinon, c'est vrai qu'en plus, Sandrine dit, je voudrais pas aller plus loin, parce que c'est vrai que je connais des gens, ils se sont retrouvés à aller beaucoup plus loin et pour se reloger. Et quand on cherche du travail, et quand on n'a pas de permis, ou quand on n'a pas de voiture, et quand on se heurte à ça, on se dit non, je reste là, c'est pas l'idéal, mais voilà. Donc nous, c'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans des vies parce qu'en fait, ils nous disent vous avez le choix, mais non, on n'a pas le choix. Et quand on nous parle on fait des dossiers sur les logements et tout ça, les gens qui en parlent, c'est pas leur vie. C'est pour ça que vraiment on pense que c'est pas à des politiciens professionnels de régler ça et de discuter de ça et de décider de ça. Et c'est là que nous, notre façon même de voir ces choses-là, c'est que les habitants doivent pouvoir travailler, les travailleurs de ces endroits-là doivent pouvoir se réunir, être consultés, avoir même, pas seulement être consultés, mais avoir un droit de regard et un droit de décision. C'est leur vie dont il est question. Et ce ne sont pas des, je ne sais pas quel fonctionnaire ou quel politicien qui a son petit programme et son petit plan de décider de la vie de milliers de personnes à leur place. Voilà, ça c'est quand même le fond de notre philosophie profonde.
et qui pensent que voilà. Et nous, on a de ce point de vue-là, on fait confiance aux travailleurs pour être capables. Ils connaissent bien leur vie, ils connaissent bien leurs problèmes. C'est vrai dans les entreprises aussi, ils savent très bien. Ceux qui travaillent, sont en sous-effectif, savent très bien combien il faudrait embaucher de personnes, quels sont les problèmes de sécurité qui se posent, etc. Sauf que ceux qui décident, c'est des gens qui ont des tableaux Excel, qui regardent combien ça coûte, combien ça rapporte, et voilà. Et c'est la seule chose qui compte pour eux. C'est pas notre façon de voir les choses. Voilà. Un mot sur aussi le territoire est quand même, c'est la principale préoccupation aussi sur le territoire, c'est la désertification médicale. C'est vrai que là sur Maubeuge, bon, on va dire que ça va légèrement mieux. Certains me disent que ça va légèrement mieux parce qu'il y a aussi des projets qui sont en cours, hein, évidemment, avec des maisons de santé qui voient le jour. Le nouvel hôpital aussi, qui est quand même un hôpital dernier cri, donc il rencontre beaucoup de problèmes de stationnement. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Pas seulement de stationnement. pas Le seulement nombre de lits qui ont et été c'est supprimés, vrai qui ont qu'il y a eu disparu entre il y a des lits qui ont été l'ancien et le nouvel supprimés, c'est vrai. hôpital. C'est vrai. Donc, Les urgences aussi, ouais. parfois également, c'est un peu, bon, il y a beaucoup de monde aux urgences. Concrètement, voilà, quel est votre point de vue un peu sur votre état des lieux, vous, sur le terrain? Peut-être que vous voyez des témoignages de personnes qui disent mais on a besoin de médecins, on a besoin de spécialistes, on est obligé de partir à Valenciennes, à Lille pour aller voir des spécialistes notamment. C'est là que c'est typiquement, je trouve, parce que bon, beaucoup de communes maintenant, la plupart font des maisons de santé, essayent d'attirer des médecins, etc. Sauf qu'ils se heurtent à un problème, c'est que des médecins, il n'y en a pas, il n'y en a pas encore assez, qu'il faut des années pour les former, que Ouais. on Le paye les numerus clausus conséquences. n'est pas Exactement, encore, voilà. exactement. L'effet du numerus clausus qui a Et, été voilà, réhabilité il y a quelques années de ça, on ne voit pas encore les effets Eh ben oui, pour et l'instant. c'est là qu'on voit qu'on paye les politiques qui étaient celles de l'État Mhm. pendant des années, qu'aujourd'hui ils sont revenus là-dessus. Mais si on discute avec des gens qui sont qui connaissent un peu le problème, le numerus clausus, voilà, on forme un peu plus de médecins. Le numerus clausus en tant que tel, qui limitait le nombre de médecins d'une façon comme ça administrative presque. Donc ça a disparu. Par contre, il y a toujours un certain nombre à l'échelle de chaque université des capacités qui sont limitées pour former. Et ça, c'est pareil, on n'a pas mis des moyens pour former toute une politique, pour former prendre le plus possible d'étudiants. Voilà, et en réalité, il y a toujours une limite à ce niveau-là, qui est la capacité que rencontrent d'ailleurs toutes les universités. Hein, il n'y a pas de la place pour tout le monde, voilà. Et c'est pareil pour les étudiants en médecine. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ici, à Maubeuge, comme dans plein d'endroits, on paye les conséquences de ça, et les maires peuvent faire des claquettes, faire tout ce qu'ils veulent pour attirer des médecins, mais encore faut-il qu'ils soient là. Et comme il y a une concurrence entre voilà, toutes les villes, c'est pas Maubeuge qui est toujours le mieux placé pour attirer les médecins. Alors, bon, donc, il y a pas de... C'est là que on se heurte à un problème qui est celui que c'est à l'échelle municipale, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on ne compense pas. Et en réalité, encore une fois, les mêmes qui disent ça, qui font etc., ils sont dans des partis où enfin pas tous, mais un certain nombre sont dans des partis qui approuvent la politique d'austérité qui est votée au niveau national, qui restreint, qui fait des économies sur la santé, où il s'agit de diminuer la possibilité de se soigner, où il s'agit de faire la chasse aux arrêts maladie, où il s'agit de restreindre, rendre payant, d'augmenter le forfait hospitalier, etc. Tout ça, ce gouvernement. Et voilà, les partis auxquels appartiennent un certain nombre, au niveau national, eh ben, qu'est-ce qu'en pensent ces candidats? Je sais qu'il y en a au moins un qui le contestera, mais les autres, qu'est-ce qu'ils en disent? Rien. Alors que ici, après, on paye les conséquences de ça. Donc, nous, on n'a pas envie de dire que ça se réduit à un problème local. Oui, on le vit ici plus difficilement à Maubeuge. Mais il paraît que le plus grand désert médical, il est en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin. Donc, même dans une très grande ville, eh ben, il peut y avoir un endroit, parce que c'est l'endroit le plus pauvre, bon, bah voilà, où il y a un désert médical. Bah ici, c'est une région pauvre, c'est une ville pauvre, où il y a plus de 30% voilà, de pauvreté, de taux de pauvreté. Et bah oui, forcément, on paye aussi ça. On ne peut pas se soigner. C'est vrai que là, on propose notamment des médecins salariés par le département du Nord, notamment. L'agglomération essaie de propose des bourses pour faire venir des jeunes médecins pour s'installer. Bourse à l'installation, on appelle ça comme ça. Donc ça reste des dispositifs, voilà, qui sont mis en place. Bon. Après, il y a la maison de santé, les maisons du Nord aussi, les maisons de Nord Santé qui ont été Mais construites vous sur le voyez, territoire. tout ça, c'est vrai, mais comment dire,
les budgets de ces collectivités locales, ils sont pas infinis. Donc à un moment donné, on dit on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais d'accord, mais puisque le budget, les moyens se restreignent, c'est au détriment de quoi? Donc ça va être forcément au détriment. Donc vont-ils le faire? Vont-ils le ils ont alors ça, les effets d'annonce, les promesses, les promesses, les promesses. Donc la chanson, c'est les paroles, paroles. On connaît, c'est Dalida, je crois, qui chantait ça. Ben voilà, c'est ça. Pour nous, on entend des choses, on entend des annonces, on entend des promesses. Et ben on n'y croit pas. Voilà, tout simplement. Parce que tant qu'il y aura cette politique qui consiste à faire des économies sur le dos des classes populaires, qui est menée à tous les niveaux, d'abord au plus haut niveau, et qui se répercute ensuite, voilà, bah c'est pareil. Nous, on voit comment il y a une minorité de gros patrons. Les grandes entreprises comme Renault, c'est MCA, c'est le groupe Renault. Et bah, qu'est-ce qu'on fait pour les contraindre à contribuer au financement de rien? Rien, soi-disant pour les maintenir, pour favoriser l'emploi. Mais en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Le jour où ils décideront de partir, il y a quelques années, il y a eu cette menace. Ils l'ont fait, et puis et rien ne les interdira, ne les empêchera de le faire de nouveau. Et alors, ils auront empoché tous les cadeaux, ils auront rien payé ou pratiquement, et à côté de ça, bah, moi, c'est toute cette politique-là que je conteste, où on favorise une minorité de grands patrons. Voilà, et on les laisse faire ce qu'ils veulent, exploiter comme ils veulent la population, précariser la population comme ils veulent. Il y a 600 intérimaires en ce moment à MCA, en permanence. Donc, ils pourraient être embauchés, il pourrait y avoir des créations d'emplois. Non, 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 c'est pas la politique, et personne ne les obligera. Personne, ils sont libres. C'est le capitalisme, c'est ça, le patron est libre. Et ben nous, on pense qu'il va falloir combattre cette politique, et que c'est un rapport de force qui changera ça, et que, y compris si on veut pouvoir des revenus, des moyens de se soigner, bah, faut prendre l'argent là où il est, voilà, dans ces grandes entreprises. Alors, en parlant, on va poursuivre ce thème sur les entreprises, parce que bon, évidemment, le dossier de la Salman a beaucoup fait réagir la population pendant ces 3 dernières années. Ça s'est joué au niveau de l'agglomération, évidemment. La ville de Maubeuge a donné son point de vue il y a quelques jours, où concrètement, enfin en tout cas Arnaud de Cagny souhaite qu'il y ait un projet, mais il faut que le projet soit concret, il faut qu'il y ait voilà, faut que ça soit, ça soit déterminant pour l'avenir du territoire concrètement. C'est quoi votre position, vous, sur ce changement d'usage d'un tel équipement qui est historique en plus, qui est là depuis longtemps, qui pourrait complètement, voilà, le paysage pourrait changer de visage si ça va plus loin. Quel est votre point de vue sur le dossier de la Salman, vous? Mon point de vue, c'est celui que les salariés peuvent adopter. Parce que ce genre de dossier, encore une fois, je ne veux pas mener campagne sur un dossier en particulier. Donc sur ce dossier, quelles vont être les conséquences pour l'emploi? Quelles vont être les conséquences pour la population? Et ça, pour moi, c'est la population qui doit s'exprimer. Voilà. J'ai pas d'autres possibilités, parce que bon, là aussi, quel est le dossier qui va être mieux pour la population? Bah franchement, j'en sais rien. Parce que Ça pourrait apporter une attractivité nouvelle peut-être pour le territoire, peut-être. eh bah, d'abord ça, j'en Si ça doute, voit le jour. j'en doute un petit peu quelque part. Voilà. Et combien de financement public va être consacré à ça? Et à quoi il aurait pu être consacré? C'est quoi les priorités qui doivent être aujourd'hui quand des gens n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se loger, etc. Là, tout de suite. Et c'est ça que moi je conteste, c'est qu'il y a toujours des dossiers où il y a toujours des choses soi-disant qui vont être bons pour le territoire, et l'argent de la commune ou de l'argent de la région ou l'argent de l'État, ça va être consacré à ça. Et ben non, s'il y a de l'argent à financer des dossiers, etc. Et ben que le patronat paye, qu'il soit mis à contribution, qu'on y va. Nous, dans les services, les fonds publics, ça doit servir à des services publics vraiment directement utiles à la population. C'est ça ma position. Et donc, toutes ces histoires d'attractivité, j'y crois pas. C'est du bidon. En réalité, à chaque fois, on trouve, mais depuis des années, quand on voit la région, voilà, il n'y a pas On parle d'attractivité. notamment Oui, de oui. l'installation d'une usine de batterie. Voilà, Oui, bah ça pour aussi. les Enfin, il y a véhicules plein d'endroits, il y a un électriques. certain nombre d'endroits dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais où À il est Dunkerque, question. ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, on voit qu'à la fin, ça a changé quelque chose pour quelques centaines de travailleurs, peut-être, et c'est même pas sûr, payés par les fonds publics en grande partie. Et pour combien de temps? Quelle garantie? Et pendant ce temps-là, avec quoi? Encore une fois, pourquoi c'est les fonds publics qui servent à ça?
Pourquoi est-ce que c'est les fonds publics qui doivent créer des emplois et les profits ensuite qui sont empochés par un patron privé? Bon, bah moi, cette logique, je la conteste. Et je pense que c'est une autre politique qui devrait être menée, même à court terme, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. Pour moi, à mon avis, voilà, je le redis, c'est à une autre échelle que les problèmes peuvent être résolus. Mais la priorité d'une mairie, la priorité, ça devrait être les besoins immédiats, urgents. Il y a des gens qui meurent à petit feu aujourd'hui. Donc, quand on est en train de voir quelqu'un qui se noie, il n'y a pas de question à se poser. La priorité, c'est de le sauver. Bon, et ben il y a des gens qui aujourd'hui dans ce pays, bah oui, crèvent de pauvreté. Ouais, et crèvent au boulot avec, on rencontre des gens qui sont mais vraiment détruits par le boulot. Bon, et ben là, il y a des choses à faire, à prévoir, à mettre en place. C'est des questions d'urgence. De santé publique urgente. Bon, et ben moi, l'argent public doit servir à ça. C'est nos impôts, ceux qui payent des impôts, voilà, ça sert à ça. Et pour tous les restes, les dossiers d'attractivité, etc., qui voient ça entre patrons. Et s'il y a des créations d'emplois, on sait très bien comment ça doit se passer. Il va falloir se battre pour les imposer. Parce que je vois beaucoup, encore une fois, des promesses d'embauche dans tout un tas d'endroits, même dans les usines. Je vois beaucoup de contrats d'intérim, beaucoup de contrats précaires. Parce que les patrons savent eux-mêmes que bon bah ils sont ici quelque temps et puis on verra bien. Sans de l'aide, justement, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ce dossier de la Salmagne? Est-ce que c'est Franchement, moi, c'est pas un truc qui m'a intéressé pour la bonne et simple raison que je vois pas ce que ça va changer en fait. Ça peut être un projet qui va se monter puis qui va être clôturé en 1 an, 2 ans. Ça m'intéresse pas. Moi, comme mon collègue il dit, à la limite, nos impôts, à la base, quand on les paye, c'est pour que les écoles fonctionnent, pour que l'hôpital ait des infirmiers, des chambres, des lits pour accepter les gens. Les maisons de retraite, on peut y aller aussi sur ce terrain-là. Non, moi, tout ce qui est Salmagne et tout ça, ça m'intéresse pas. il y a des choses plus urgentes à faire aujourd'hui? Tout à fait. Les logements, la précarité, comme il vient de dire, les écoles, on n'a pas assez d'accès pour les gens, pour les enfants qui ont des problèmes pour suivre les cours. Ça, on devrait les mettre. Je sais pas, il y a plein d'autres choses à faire que cette histoire de Salmagne. Non. Moi, ça m'intéresse pas. Bon, on a évoqué pas mal de sujets ensemble à l'occasion de ce débat sur les municipales de 2026. Comment vous trouvez voilà, cette élection 2026 à Maubeuge? Vous êtes 5 sur les listes de départ. Vous étiez un peu plus nombreux ces dernières années. Là, c'est peut-être un peu moins. Je crois qu'il y a une liste en moins par rapport à la précédente. Voilà, vous, avec le recul, en plus, vous avez l'expérience de ces élections. Comment vous voyez ces élections-là, vous? Je les vois exactement comme je voyais, les autres, c'est-à-dire que les uns et les autres, les candidats fassent leur campagne. Bon bah ils font leur campagne, quel que soit leur nombre. Moi, ça change absolument rien pour moi. Je me considère pas en campagne contre eux. Encore une fois, mon combat est pas contre Monsieur Decagny ou Monsieur Rombaud ou je sais pas qui. Mon combat, il est contre ce système qui nous fait crever là, vraiment, et qui demain qui fait qu'on consacre des milliards à des missiles, à la guerre, etc., plutôt qu'à des choses élémentaires, à se soigner mieux, à se loger mieux. Et bah moi, mon combat, c'est celui-là. Alors après, est-ce que je le trouve plus dur? Ce que je trouve plus dur, c'est la situation. Je trouve que la situation des gens, au fil des années, elle s'est vraiment beaucoup dégradée. Et donc, c'est pour ça que, bon, bah, on construit des choses, il y a des logements et ceci. Oui, mais les gens qui y vivent, qui vont vivre dedans, bah, ils vivent de plus en plus mal. Et c'est ça que je constate. Et on nous dit, et tout ça dans un pays où, je sais pas, il y a quoi, 145 milliardaires. Voilà, ils sont 145. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a 13 000 personnes qui n'ont pas payé 1 centime d'impôt sur le revenu l'année dernière. 13 000 millionnaires. Bon, et voilà, c'est normal? Bah non, c'est ce système-là qui, je ne trouve pas normal. Et ça, je trouve que les inégalités se sont accrues. Et inégalité, ça veut dire l'enrichissement d'une minorité, mais de l'autre côté, ça veut dire vraiment des gens dont la vie, c'est vraiment très, très difficile. Voilà. Vous voulez dire un mot là-dessus, sur ces élections, vous? Ben, comme mon collègue il l'a dit, hein, nous on combat pas les maires qui se présentent, on combat le système.
Donc, non, j'ai rien d'autre à rajouter, je pense. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon. En tout cas, j'ai été, voilà, c'était important de vous avoir, bien sûr, en interview à l'occasion de ces municipales. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être à ajouter? Voilà, donc, comment vous les pesez un petit peu dans ces derniers jours avant le vote? Déjà, il faut aller voter, évidemment, hein, vous invitez les gens à voter, mais Venir à voter pour justement une liste de travailleurs, quand c'est en particulier quand même des travailleurs, et ben je pense qu'il faut qu'ils votent pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour une liste de travailleurs qui disent qu'il faut combattre, pour une liste qui est communiste. Hein, on est fiers de ces idées-là, c'est-à-dire au sens que ça a de penser que c'est possible une société où c'est pas l'argent qui fait la loi, mais où effectivement en s'organisant, la population démocratiquement peut décider d'utiliser ces ressources qui sont devenues extraordinaires au progrès et à la satisfaction des besoins. Je les invite à voter encore une fois pour des hommes pour des femmes et des hommes qui ont à cœur d'organiser le combat. C'est-à-dire que vraiment, si nous sommes, Sandrine et moi, élus au conseil municipal, et à chaque fois qu'on aura connaissance de quelque chose, d'un dossier, comme on dit, des dossiers, pour nous, c'est pas des dossiers, c'est des gens en chair et en os à qui qu'on ira voir, à qui on dira, voilà ce qui est prévu, qu'est-ce que vous l'acceptez, qu'on essaiera de réunir et on les incitera à se battre et à faire entendre ce que eux ils veulent. Bon, donc ça c'est pour nous, c'est ça qu'on a envie de c'est ça qu'on va défendre, voilà. Et dans cette élection, je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont écœurés, dégoûtés par la politique, et je les comprends. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a une occasion de s'exprimer. Il ne faut pas se bâillonner soi-même. Il faut se faire entendre. Nous, les travailleurs, personne ne le fera à notre place. Profitons de cette occasion et de toute façon, au lendemain de ces élections, faudra continuer ce combat, se faire entendre en se mobilisant, en s'organisant, en faisant grève, en luttant. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Voilà. Alors, je vois que vos équipes nous montrent un papier. Donc je redis qu'il y a une une réunion publique, effectivement. Oui, c'était ça le jeudi 12 mars. À 18h à la mairie de Maubeuge, à la salle Jean Jaurès. C'est la loi, évidemment. Hein, quand on peut faire une réunion publique, vous avez le droit de pouvoir aller dans tel endroit pour faire une réunion publique. Donc, ça sera dans le salon d'honneur, c'est ça? Non, c'est la salle Jean Jaurès, au rez-de-chaussée de la mairie. Jean Jaurès. Oui, d'accord, ça marche. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview, cette présentation de votre liste, donc lutte ouvrière, le camp des travailleurs, donc Laurent Leraut et j'ai oublié votre prénom. Sandrine Delahaye, pardon, excusez-moi. Merci à tous les deux pour cette interview. C'était assez inédit, mais je trouvais que c'était bien aussi qu'un homme et une femme puissent évoquer, échanger, parce que c'est vrai que la parité est très importante désormais. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Et donc, voilà. Et on est bien d'accord, et pour nous, c'est pas... Voilà. Merci. Vous l'avez demandé, je l'ai autorisé, il n'y a aucun problème. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.